Aujourd'hui, la capitale sicilienne a rendez-vous avec son histoire. C'est le premier jour du plus grand procès jamais intenté contre Cosa Nostra. 475 mafieux sont enfermés dans des cages à l'intérieur de ce tribunal, aux allures de bunker. Il va abriter ce que l'on appellera désormais le maxi-procès contre la mafia. Palerme était complètement assiégée par les forces de l'ordre. Il y avait des blindés dans les rues, des hélicoptères. La ville était bloquée et paralysée à la fois par l'armée, la police et les gendarmes. C'était la première fois que le Gotha mafieux allait répondre de ses crimes devant une cour d'assises, enfermé derrière des barreaux. 400 mafieux derrière les barreaux, on n'avait encore jamais vu ça. Ils avaient l'impression d'être sur la Lune. Ça leur semblait incroyable à ces membres de Cosa Nostra d'avoir à répondre à des accusations très graves. Ils n'étaient pas habitués au procès. Et lorsqu'ils étaient jugés, les procès se terminaient le plus souvent par des non-lieux. Le monde entier attendait ce moment-là. Enfin, la mafia allait être jugée. Nous, Siciliens, on n'y croyait pas trop à ce procès. On n'avait pas vraiment compris son importance. Parce que c'était la première fois que l'État répondait sérieusement aux problèmes de la mafia. Ce jour-là marqua un début et une fin pour Palerme. Palerme, la capitale du crime organisé. Au début des années 80, la mafia sicilienne, ou Cosa Nostra, est l'organisation criminelle la plus redoutable, la plus mystérieuse, la plus puissante au monde. Toute la Sicile est sous son emprise, raquettes, détournement de marchés publics, corruption. La mafia est si puissante que jamais la justice n'a même osé reconnaître son existence. On niait l'existence du phénomène. Quelques procureurs disaient que si la mafia existait, elle n'était rien d'autre qu'une forme de délinquance banale, comme il en existe partout dans le monde. Comment 475 mafieux se sont-ils alors retrouvés derrière les barreaux lors du maxi-procès en 1986 ? Tout démarre 20 ans plus tôt, quand la mafia se lance dans le trafic de drogue. Au début des années 80, en Sicile, règne une mafia très forte, qui est déjà dans le trafic de stupéfiants. La Sicile est la terre où on raffine l'opium qui vient du triangle d'or, de la Thaïlande, de Birmanie, du Laos. Les Siciliens prennent la place qui était celle occupée par les Marseillais dans les années 50, 60 et 70. Ce sont des années où la mafia fait beaucoup d'argent, et donc elle ne veut aucun obstacle sur sa route. La pieuvre contrôle le trafic mondial de l'héroïne. Elle brasse des milliards de dollars. Ce trésor attise les rivalités. Un des clans mafieux va alors déclencher une guerre interne pour prendre le contrôle de toute l'organisation. Ce clan, c'est celui des Corleone. Le clan des Corleone lance une grande offensive contre les familles mafieuses de Palerme qui, jusqu'alors, avaient toujours eu l'hégémonie au sein de Cosa Nostra. C'est une mafia provinciale qui veut prendre le pouvoir. Ce sont des paysans, des bouseux, qui viennent d'un village Corleone. Ils prennent d'assaut Palerme. Ils veulent faire main basse sur les affaires de la mafia. En 1981, les Corleone déclenchent une véritable guerre. C'était pas du cinéma ou de la littérature. Tous les jours, on trouvait de nouveaux cadavres dans les rues. De 1981 à 1985, en 4 ans, plus de 2000 mafieux sont liquidés. Sous l'emprise de son chef sanguinaire, Totorina, le clan des Corleone sème la terreur.
Il a pris le pouvoir en exterminant tous ses opposants, c'est-à-dire les Palermitains. Il y avait une chambre de la mort, comme au Moyen-Âge, où on dissolvait les corps des ennemis dans l'acide après les avoir torturés. Il ne s'est pas contenté de tuer ses ennemis. Riina va aussi s'attaquer aux représentants de l'État. À Palerme, entre 79 et 82, les institutions sont décapitées. Le président de la région, le chef de l'opposition, le chef de la police, le chef de la magistrature, ils tombent tous. Une des premières victimes de cette épuration sauvage, le juge Terranova. Il est abattu en plein jour, en plein Palerme, devant des dizaines de passants. Il venait de faire condamner un des chefs du clan des Corleone à une lourde peine de prison. Ces scènes d'horreur, c'était le quotidien de Palerme. Palerme, ces années-là, ressemblait à un champ de bataille. Il y avait des assassinats tout le temps, des sirènes partout. C'était une période affreuse. Ce bain de sang, des hommes ne le supportent plus. Ils sont magistrats, ils vont alors se mobiliser et décider seuls de s'attaquer à la mafia. Au tribunal de Palerme, ils se regroupent au sein d'un pool anti-mafia. Son instigateur s'appelle Giovanni Falcone. À gauche, à l'image, il est épaulé par son collègue Paolo Borsellino et par un troisième homme, Leonardo Guarnota. La lutte contre la mafia ne pouvait pas être menée par un seul magistrat. Il fallait que l'on se regroupe pour mieux faire circuler les informations. Chacun devait savoir ce que faisait l'autre. La révolution du pool anti-mafia, car c'est vraiment une révolution, on la doit à Giovanni Falcone. C'est lui qui a compris qu'il y avait une logique dans les crimes de la mafia. Ils n'étaient pas isolés les uns des autres. Il y avait un fil rouge qui les reliait entre eux. Avant ça, nos collègues ne faisaient pas la différence entre un procès contre la mafia et un procès criminel classique. La création du pool anti-mafia était devenue une nécessité. À la fin des années 70 et au début des années 80, les représentants de la justice estimaient que la mafia n'existait pas. Les enquêtes n'aboutissaient jamais. La mafia était perçue comme une invention de journalistes. Mais le pool anti-mafia se heurte à un mur. En Sicile, c'est une tradition. Personne ne parle. Les témoins de meurtre ne voient rien. Et lorsqu'un mafieux est arrêté, il se tait. Cette loi du silence qui plombe la Sicile, c'est l'omerta. Le véritable ciment de la mafia. Quand on débarquait sur une scène de crime, on avait l'impression d'être sur la Lune, parce que personne ne voyait jamais rien. Je me souviens d'un meurtre où un homme avait été assassiné devant les cageots d'un marchand de légumes. Le marchand de légumes était à côté de moi, et je lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il m'a répondu « Je ne sais pas, je tournais le dos, je n'ai rien vu. » Voilà un peu le climat de l'époque. Nous savions qu'il y avait une organisation criminelle, mais nous n'arrivions pas à abattre le mur de l'omerta. Mais quel est l'élément fondamental qui va tout bouleverser? C'est le phénomène des repentis. Ce sont des mafieux qui collaborent avec la justice et décident de passer de l'autre côté. Voici l'homme qui va faire basculer l'histoire de la mafia. Tommaso Buscetta, le premier repenti. Le premier mafieux à avoir collaboré avec la justice, c'était en 1984. Tommaso Buscetta avait sous sa coupe des quartiers entiers de Palerme. Mais il faisait partie de la vieille garde de la mafia, qui était en guerre contre Toto Riina. Dans cette guerre, il avait tout perdu. Sa famille a été décimée.
Alors, il s'est réfugié au Brésil. Et c'est là que la police et le juge Giovanni Falcone l'ont retrouvé. Ils l'ont convaincu de rentrer en Italie et de raconter toute la vérité. Le juge Falcone va rencontrer Buscetta à plusieurs reprises. Les deux hommes sont siciliens. Ils sont nés et ont grandi dans le même quartier de Palerme. Tout les oppose, mais ils se comprennent. Buscetta lui a dit « Vous voulez que je vous parle? Sachez que le compte que nous allons ouvrir avec Cosa Nostra ne se soldera qu'avec la mort. La seule question, c'est qui vont-ils assassiner en premier, vous ou moi? Vous voulez continuer ?» Et il a répondu « Oui, je veux. » À cette époque, en Sicile, jamais un mafieux de son calibre n'avait parlé. Mais Buscetta voulait que Falcone sache qu'il n'était pas un repenti. Il restait un mafieux. Et qu'il n'était pas en train de trahir la mafia avec ses déclarations. Car il considérait que c'était la mafia qui l'avait trahi. C'est elle qui avait trahi le code d'honneur, explique-t-il à Falcone. Et il donne un exemple. Dans les années 60, son pire ennemi s'appelait Michele Cavataio. S'ils s'étaient croisés dans la rue, ils se seraient tués. Mais leurs enfants, eux, auraient toujours pu tranquillement aller à l'école. Personne ne leur aurait fait de mal. À Buscetta, ils ont tué 2 fils, le mari de sa fille, un frère, un beau-frère et le fils de son frère. Voilà pourquoi dans sa mentalité de mafieux, ce sont les autres qui avaient trahi. Pour la première fois, un homme d'honneur va alors livrer les secrets de la mafia. Ces révélations font la une de la presse. C'est le séisme. Buscetta dévoile d'abord le véritable nom de la mafia, Cosa Nostra. Il raconte qu'elle est organisée en famille, qui se réunissent et désignent leur chef suprême au sein de la mystérieuse Cupola, l'état-major de la mafia. Buscetta apporte une aide décisive aux magistrats du pool anti-mafia. Buscetta nous a donné la clé de lecture qui nous a permis de décrypter toute une série d'enquêtes que nous n'arrivions pas à comprendre parce qu'il nous manquait précisément cette clé, c'est-à-dire la connaissance de l'organisation mafieuse. Buscetta nous l'a donnée. Cette découverte était exaltante. Apprendre comment fonctionnait l'organisation, ses mécanismes, ses règles. C'était passionnant. Mais le but de toutes ces informations, c'était de s'en servir pour arriver à un procès. Ces révélations sont le point de départ de quelque chose qui n'avait jamais eu lieu auparavant. On assiste à une avalanche d'arrestations et de nouvelles procédures judiciaires. Elles permettent pour la première fois d'obtenir les preuves nécessaires aux magistrats pour mener des procès qui puissent tenir en première instance, en appel et en cassation. Falcone et le pool anti-mafia ont le vent en poupe. Rome leur confectionne alors une loi sur mesure. Pour la première fois, le simple fait d'appartenir à la mafia peut faire condamner un homme. Le crime d'association mafieuse est né. C'est une révolution en Italie. Entre les révélations du repenti Buscetta, les succès du pool anti-mafia et cette nouvelle loi, plus rien ne peut désormais s'opposer à la tenue du maxi-procès. La mafia va alors riposter. Quand le pool anti-mafia pose les fondements du maxi-procès, en Sicile, c'est le massacre. Été 1985. Giuseppe Montana et Antonino Cassara, les 2 chefs de la police de Palerme, sont assassinés. La mafia traque tous ceux qui sont impliqués dans la préparation du maxi-procès. Les juges sont évacués et placés sous haute protection.
Pour pouvoir rédiger leurs conclusions et les renvois devant la justice des mafieux, les juges seront expédiés en Sardaigne, dans la prison de haute sécurité de la Sinara. Il faut se rappeler que ces juges se retrouvent au milieu d'une confrontation historique, avec d'un côté les mafieux qui se battent entre eux, et de l'autre les mafieux qui se battent contre l'État, car ils ont compris que pour la première fois, ils risquaient gros. Le 8 novembre 1985, on dépose notre dossier de renvoi devant la justice pour le maxi-procès. 475 mafieux étaient accusés. Ils devaient répondre de 350 chefs d'accusation. Un procès gigantesque s'annonçait. Les accusés vont devoir rendre des comptes sur des centaines de meurtres et de disparitions. Totorina, le parrain des parrains, est en cavale. Il sera jugé par contumace pour des dizaines de meurtres. Sa stratégie de la terreur n'a pas pu empêcher la tenue du maxi-procès. Il sait que du résultat de ce procès dépend son pouvoir et sa crédibilité au sein de Cosa Nostra. Alors, qu'est-ce que vont faire Rina et les mafieux pour bloquer le procès ? Ils estiment tout d'abord que leurs avocats ne sont pas à la hauteur et décident d'en assassiner un. Mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quel avocat tuer, car personne ne veut renoncer au sien. À procès hors norme, tribunal hors norme. Pour juger les 475 mafieux, une salle d'audience spéciale est construite dans l'enceinte même de la prison de Palerme, Luciardone. Un bâtiment aux murs blindés, protégé par des missiles anti-aériens. Le bunker. À l'intérieur, en guise de box des accusés, 30 cages. Jamais dans l'histoire, on avait conçu un tel dispositif pour juger des criminels. Un grand journaliste a décrit l'enceinte du bunker comme un vaisseau spatial judiciaire tombé sur Palerme pour faire une révolution. Le 10 février 1986, Palerme est en état d'alerte maximum. Le maxi-procès s'ouvre sous haute tension. Les autorités redoutent une violente attaque de la mafia. Mais tout le monde se trompe. Au moment où commence le maxi-procès, la mafia donne l'ordre de ne plus commettre d'assassinat. Le but étant de ne pas aggraver, aux yeux de l'opinion publique, le cas des accusés. Et pour ne pas impressionner les jurés. C'était le calme plat, comme si la mafia n'existait plus. La mafia a compris que le combat doit désormais se livrer dans l'enceinte du tribunal. Les mafieux étaient agressifs, arrogants et aussi surpris que tout ceci avait lieu. Car jusqu'à présent, personne n'avait jamais vraiment osé faire la guerre à la mafia. Beaucoup d'accusés espéraient que le procès s'enlise. Mais je leur ai très vite fait comprendre que nous étions déterminés à aller jusqu'au bout. Dans leur cage, les mafieux sont eux aussi déterminés. Ils déploient leur meilleur talent de comédien pour tenter de saboter le procès. Il y avait celui qui faisait semblant d'être fou et qui se déshabillait dans la salle. Les carabiniers intervenaient très vite pour ne pas que les caméras de télévision le filment nu. Il piquait des crises et 4-5 carabiniers ne suffisaient pas à le maîtriser. Il y avait ceux qui s'évanouissaient ou ceux qui simulaient des crises d'épilepsie. Il y avait aussi un autre accusé qui essayait de se transpercer les lèvres avec des bouts de métal pour signifier symboliquement qu'on ne lui donnait pas la parole, ce qui était complètement faux. Pendant 2-3 mois, nos audiences étaient ponctuées par ces hommes qui tombaient les uns après les autres. Il fallait alors suspendre la séance et appeler les médecins qui n'étaient pas toujours disponibles. Les mafieux ne se ménagent pas.
Leurs sketchs s'enchaînent et le ridicule ne leur fait pas peur. Ma hai avuto mala sorte, Dio santo, ma la sorte, se mi consentite, non uso i termini io, di vittimismo, di persecuzione, che a voi so che non piace. Ma è stato sventurato, signor Presidente. Il était réellement ému par ce qu'il racontait. Il compatissait avec lui-même. Dans son malheur, il croyait réellement qu'il avait été victime de malchance. C'était des situations très inhabituelles pour un procès d'assises. Et puis un jour, profitant d'une maladresse du président, les accusés et leurs avocats déclenchent un scandale. Sans le faire exprès, le président a suggéré une réponse à un repenti qu'il était en train d'interroger. À ce moment précis, ce fut l'enfer. Une scène apocalyptique, infernale. Tous les accusés se sont agrippés au barreau. Ils hurlaient de manière obsessionnelle « Dehors le président, dehors la cour !» Sospendiamo 10 minuti, Presidente! E sospendiamo! L'avocat général criait qu'il fallait qu'on se retire. « Monsieur le Président, retirez-vous, la cour, retirez-vous !» On est donc sorti. Il faut bien l'avouer, ce n'était pas un retrait très honorable. Cette stratégie de sabotage a failli marcher. Un jour, un mafieux trouve la faille, la cour panique. Un des mafieux demande la lecture intégrale des actes d'accusation. La lecture intégrale, ça voulait dire 400 000 pages à lire. Inutile d'essayer de calculer combien de temps cela aurait pris. Cela aurait signifié que nous aurions été obligés de relâcher tous les détenus pour des raisons légales. On aurait continué le procès avec des cages vides. La justice italienne aurait été déshonorée. Il n'y a aucune autre solution, il faut appliquer la loi. À moins qu'elle ne change miraculeusement, et c'est ce qui va se passer. Le Parlement italien a alors adopté une loi sur mesure. Une nouvelle loi qui ne rendait plus obligatoire la lecture des actes d'accusation dans les procès. Le maxi-procès pouvait continuer. Les 475 accusés viennent de toutes les strates de la mafia. Du petit trafiquant de quartier au chef suprême de l'organisation. Comme le parrain Michele Greco. Lorsqu'il dirigeait Cosa Nostra, il se comportait comme un notable, discret et respectable. Il recevait chez lui toute la bonne société palermitaine. Michele Greco, c'était le vrai boss mafieux à l'ancienne. Traditionnellement, dans la mafia, le chef est un homme très secret, très discret. On le surnommait le pape. Il portait toujours une Bible avec lui. Il voulait montrer qu'il était croyant, et donc un homme bien sous tout rapport, digne et crédible. Il se prenait vraiment pour le pape. Il avait un aplomb avec son air œcuménique, réfléchi. Il faisait constamment référence à la Bible. Il était parfait dans ce rôle. Quand je lui ai lu son acte d'accusation avec tous les meurtres qu'il avait commis, il m'a répondu « La violenza non fa parte della mia dignità. Gliela ripeto, la violenza non fa parte della mia dignità. Ho capito perfettamente. La ringrazio, signor Presidente. La violence ne fait pas partie de ma dignité. » Il voulait montrer par là que sa dignité était au-dessus de celle des autres. Les autres commettaient les meurtres, que lui-même avait commandités, mais que ce n'était pas lui qui assassinait directement. Il était au-dessus de tout ça. À chaque fois que le président Giordano s'adressait à lui, ça lui paraissait invraisemblable d'être là. Il avait l'impression d'être dans un film. Il n'était pas à sa place.
Pour lui, tout ce dont on l'accusait était faux. Il était sûr d'être la victime d'une conspiration. Autre boss, autre style. Luciano Liggio, un ancien chef de la famille des Corleone. Le parrain à l'arrogance des puissants, il affiche le mépris des parvenus, il empile tous les clichés du mafieux. Avec son gros cigare à Havane, qu'il tenait toujours entre les doigts, on avait l'impression d'être dans le film Le Parrain. C'était une caricature de mafieux, le stéréotype du parrain. Sous prétexte qu'il n'entendait pas ce que disait le président, il demandait régulièrement l'annulation du procès. Luciano Liggio, un mafieux terrible, un assassin, ce qu'il y a de pire. Il était déjà en prison depuis 10 ans. Il avait été condamné à perpétuité. Si bien que son pouvoir au sein de l'organisation s'était effrité. Alors je pense qu'il a cherché à exploiter cette grande tribune que lui offrait le maxi-procès pour se refaire une image de chef. Par exemple, un jour, il a fait un scandale à cause des 2 carabiniers qui étaient en faction devant sa cellule. Ce n'est sûrement pas très agréable, mais bon, il n'y avait pas de quoi en faire une affaire d'État. Guardano continuamente qui dentro, uno prima di allungare lo sguardo verso la corte e seguire il discorso che si svolge. Ma io veramente ma queste sono misure ordinarie di sicurezza che ma sta dinanzi siamo chiusi, insomma l'ordinario di sicurezza qual è? Quello di innervosire il detenuto e non farlo ascoltare, io non lo so. Mais les stars du procès ne sont pas les talentueux parrains Liggio et Greco. La vraie star, c'est lui. Le repenti Tommaso Buscetta. L'ancien mafieux hésite à venir témoigner à la barre. Le procès repose en grande partie sur la crédibilité de ses déclarations. Alors dans leur cage, les 475 mafieux rêvent de le briser, de le discréditer. Mais un jour, son avocat se lève et crée la surprise. Signor Presidente, volevo comunicarle che l'imputato Tommaso Buscetta, che aveva rinunziato a comparire, è a disposizione della Corte. Les mafieux terrassés comprennent que la récréation est terminée. C'est dans un silence de plomb entouré de ses gardes du corps que Buscetta fait son entrée. On sentait que le charisme important de Buscetta au sein de l'organisation fonctionnait toujours. Tout le monde était silencieux. Quand il est entré, il y a eu un silence surréaliste. Ce moment de silence, c'était la preuve que les mafieux réalisaient qu'ils étaient face à un de leurs chefs historiques. Pas un étranger, pas un ennemi extérieur, mais quelqu'un qui, comme eux, venait du ventre de la mafia, de son histoire, et que c'était lui qui allait porter les coups les plus durs. On se demandait tous s'il allait maintenir les accusations qu'il avait déjà faites ou pas. Buscetta a répondu aux questions de la Cour. Il a confirmé toutes les accusations très lourdes qu'il avait faites lors des interrogatoires. On a senti alors une forme de panique dans la salle. Et beaucoup des accusés ont obligé alors leur avocat à demander une confrontation, un face-à-face. Pour démolir les déclarations de Buscetta, c'est Pippo Calò, un des grands chefs de la mafia, qui va l'affronter en premier. Pippo Calò était le meilleur ami du repenti. C'était une confrontation historique, car on allait enfin voir si Buscetta allait vraiment résister face à ses vieux amis. Ce n'était pas une confrontation, mais un duel. 2 coqs qui se battaient. C'étaient 2 mafieux très importants en plus. L'un voulait discréditer l'autre, c'était Calò. Et Buscetta, de son côté, était furieux, car on avait tué toute sa famille. On lui avait tout détruit, il n'avait plus rien à perdre.
Buscetta fut incroyable. En plus d'être un très bon collaborateur de justice, il avait le sens du spectacle. Il a commencé par dire à propos de Calo « Je pensais entendre le rugissement d'un lion, et en fait je n'entends que le cri strident d'une souris. » Pippo Calo, à court d'arguments, ne parvient pas à déstabiliser le repenti. Il s'en prend alors à sa vie privée. Une vie dissolue, indigne d'un homme d'honneur. Buscetta s'emporte. Io sono arrabbiato con costui. Ma arrabbiato lascia stare, non ti arrabbiare perché si arrabbiano i cani. In 400 pagine di interrogatorio non ho mai toccato a nessun problema familiare di nessuna persona. L'unica verità che lui dice in questa aula è che mio fratello aveva un'amicizia molto cara con lui. Però lui sta dimenticando in questo momento di essersi seduto insieme a tutta la commissione per decidere la fine di mio fratello e di mio nipote. Pippo Calo, qui était censé pulvériser Buscetta, perd définitivement ses moyens. Et puis Buscetta porte le coup final. Il accuse Calo de l'assassinat d'un de leurs amis. Questa persona si chiama Giovanni Lallicata, membro della famiglia di Portanuova. Ora, quanto tutto quello che stai raccontando, tu e io ne abbiamo parlato. Tu e me, con me. Tu e io. Sei sempre continua ad essere Giannuzzo Lallicata. Continua ad essere sempre lo stesso. Con le tue mani l'hai fatto. Buscetta, ho capito, devi insistere sempre nelle tue bugie, nelle tue cose. Non te ne vuoi andare. Il l'accuse en direct d'un nouveau meurtre qui ne figurait pas dans les actes du procès. Calo se mit à balbutier et les avocats mirent fin au face-à-face. Le résultat de cette confrontation fut tel que plus personne ne voulait de confrontation, alors qu'ils en avaient fait tous la demande. J'ai demandé « Quelqu'un veut ?» Personne n'a répondu. Un message fort vient de passer. Le repenti a vaincu le mafieux. La voie de la collaboration avec la justice, en échange d'une remise de peine, est ouverte. Mais devenir un repenti en Sicile n'est pas si simple. Un jour, pendant le maxi-procès, on apprend qu'un mafieux important est sur le point de collaborer. Au moment où il rentre dans la salle, son épouse, 7 autres femmes, ses sœurs et sa fille entrent elles aussi dans la partie réservée au public. Elle hurlait. C'était comme un chœur de tragédie grecque. Tout le monde était stupéfait. Lorsqu'on a vu ces femmes arriver avec leurs fourrures, elles étaient tellement énormes. On avait l'impression d'être face à des tanks. Elles ont commencé à hurler qu'ils n'avaient pas parlé, que rien n'était vrai, qu'ils maintenaient l'omerta. C'était impressionnant. J'ai ordonné de les faire sortir en m'adressant à un policier. Mais elles résistaient. Alors j'ai dit au policier de les prendre par les bras et de les faire sortir. Fate uscire. Ma siete proprio avanti, fatele uscire. Ah, ma dico, che cosa ci vuole a prenderle gentilmente? Ma siete proprio... L'udienza resta sospesa per 5 minuti fino a... Le résultat de cette représentation théâtrale, c'est que ce mafieux s'est rétracté. Il a retiré sa déposition. Il est retourné en prison et n'a plus voulu revoir le juge Falcone. Mais d'autres mafieux ne se sont pas dégonflés en cours de route et sont devenus des collaborateurs de justice. À l'extérieur du tribunal, Toto Riina, le chef de la mafia, envoie alors un message sans ambiguïté à tous ceux tentés de briser l'omerta. Salvatore Riina a dit qu'il voulait tuer toutes les familles des collaborateurs de justice, qu'il allait commencer par les enfants de 6 ans et les poursuivre jusqu'à la 7e génération.
Alors que le mur de l'Omerta se fissure au sein de la mafia, les victimes de la pieuvre sont toujours terrorisées. Qu'elles aient perdu leur père, leur mari, leur frère, elles n'osent toujours pas témoigner contre Cosa Nostra. Quelques femmes sont venues me voir avant le procès et m'ont dit « Excusez-moi, j'ai des enfants jeunes, vous devez comprendre que je ne peux pas venir témoigner. » Elles nous faisaient comprendre ainsi que ce qu'elles avaient dit était vrai. Ces personnes n'arrêtaient pas de dire « je ne sais rien, je ne sais rien ». Mais vous confirmez ce que vous avez dit dans votre déposition? Parfois, je perdais vraiment patience. Ha qualche cosa istanza da fare alla giustizia? No, no, niente. Non ha istanze da rivolgere alla giustizia? Particolari? No, io ho dimenticato il passato. Ha qualche cosa da dire? Conferma la dichiarazione che ha reso in istruttoria? Ma guardi qua! Conferma la dichiarazione che ha reso in istruttoria? Ma continua a guardare lui da quella parte. Conferma la dichiarazione che ha reso in istruttoria? Conferma quello che ha detto in istruttoria al giudice istruttore? No. Non lo conferma? Il faut dire aussi que le Sicilien a une peur ancestrale de témoigner devant la justice. Alors forcément, quand une femme se présente à la barre et maintient sa déposition face à la cour, c'est la stupeur. M'hanno distrutto a me la vita e m'hanno distrutto a mio figlio. Le mandano a mio figlio, sono rimasta sola. Quindi i signori, è giusto, se sono oneste, sono uomini d'onore, devono dire perché hanno ucciso mio figlio. E se vogliono venirmi a uccidere ora, queste signore fanno venire a uccidere a me, me ne vado con mio figlio. Perché non ho più a nessuno, signor Presidente, solo questo figlio, questo, 40 anni che me l'hanno ucciso in questo modo e non la perdono a nessuno. Et d'un coup, ce fut le silence. La salle était comble, mais on arrivait quand même à avoir comme ça des moments de silence absolu. En tant que Siciliens, nous ne pouvions pas rester indifférents. Même si on tue ton fils, rompre l'Omerta n'est pas facile. On comprenait le drame intérieur que devait vivre cette femme. On a beaucoup apprécié son courage. Et il en fallait du courage à ce moment-là. Alors que les audiences s'enchaînent, à l'extérieur du tribunal, Palerme est étrangement calme. Il n'y a plus de cadavres dans les rues, Cosa Nostra s'est fait oublier. Mais un matin, la ville se réveille en état de choc. Claudio, le fils d'un employé du bunker, est abattu à bout portant, en plein visage. Tous les regards se tournent alors vers Totorina et Cosa Nostra. La presse a tout de suite accusé la mafia. La mafia qui dit qu'elle respecte les enfants et les femmes. Ce n'est pas vrai. Et suite à ça, il va se passer quelque chose de complètement improbable. Un mafieux, Giovanni Bontate, de sa cage se lève et lit un communiqué. Quotidianamente assistiamo da parte di mezzi di informazione ad attacchi indiscriminati verso gli imputati di questo processo. Ma ieri si è superato ogni limite. Siamo uomini, abbiamo figli e sappiamo quanto grande è il dolore della famiglia Domino, ma non possiamo permettere che un atto di simile barbarie ci possa sfiorare. Sono certo di interpretare il pensiero di tutti i coimputati. Onde lo vuol permettere, le chiediamo qualche minuto di raccoglimento per il povero e innocente Claudio. Les accusés voulaient montrer qu'ils étaient humains, qu'ils ne pouvaient pas être associés à cet horrible meurtre d'enfants. Cette déclaration a porté un coup à leur système de défense. Il a dit « nous », mais ce « nous » c'est qui? Il venait en quelque sorte d'admettre l'existence de Cosa Nostra, de la mafia. Or, à ce moment-là, l'enjeu du procès était justement de prouver l'existence ou non d'une organisation criminelle, ce que les accusés et leurs avocats niaient, tout comme ils niaient en faire partie.
Mais ils ont quand même fait passer Giovanni Bontate pour un fou, pour avoir fait cette déclaration. Et ils l'ont assassiné à sa sortie de prison. Le 11 novembre 1987, au terme de 22 mois de procès, 638 jours d'audience, la Cour va se retirer pour délibérer. Le parrain Michele Greco demande alors à prendre la parole. Michele Greco, avec son même aplomb œcuménique, toujours convaincu d'être le pape, s'adresse au président Giordano et lui dit: Io vi auguro la pace, signor Presidente. A tutti voi io auguro la pace, perché la pace è la tranquillità e la serenità dello spirito e della coscienza. È quella che ci auguriamo anche noi. Che per il compito che vi aspetta, mi deve scusare, signor Presidente, la serenità è la base fondamentale per giudicare. Non sono parole mie, sono parole del nostro Signore. E vi auguro ancora, signor Presidente, che questa pace vi accompagnerà nel resto della vostra vita, oltre a questa occasione. Il nous souhaitait une paix éternelle. Certains ont interprété cette déclaration comme une menace. Et donc, ce n'était pas particulièrement rassurant. C'était une manière détournée d'essayer de créer un sentiment de peur, de terreur. Je pense que Michele Greco a voulu ainsi rappeler son statut de chef et réaffirmer son importance. Le but était clairement d'intimider la Cour, même s'il a voulu sembler bienveillant. Mais l'intimidation n'a servi à rien. Il allait ramasser perpète lui aussi. La Corte, nella sua composizione effettiva, si ritira in Camera di Consiglio. Le président Giordano, Pietro Grasso et les jurés vont s'enfermer dans l'enceinte du tribunal, sans contact avec le monde extérieur, pendant 35 jours. 35 jours durant lesquels ils vont décider du sort des 475 mafieux. Quand la Cour est rentrée dans la salle, on a vécu un moment, comment dire, religieux. Quand nous sommes entrés, il y avait un silence surréaliste. Tout le monde attendait le verdict. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise prima di Palermo dichiara. Le président a commencé à lire le compte-rendu à toute vitesse. Il l'a lu d'un seul souffle pendant plus d'une heure. C'était impressionnant. Tout le monde était impressionné. Senapa Pietro, Sinagra Vincenzo, Natale 52, Spadaro Tommaso, Spadaro Vincenzo, Vernigo Antonino, Vernigo Giuseppe assorbiti, nel capo 1 e il capo 5 è scritto a Madonia Francesco. À la fin, un accusé d'une des cages s'est mis à hurler « Avocat, avocat !» Mais qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Il n'avait pas compris s'il avait été acquitté ou condamné. Pendant que je lisais le verdict, je sentais que mes nerfs étaient soumis à rude épreuve. Les miens, mais aussi ceux des autres. Il faut dire qu'on n'était pas là pour distribuer des bonbons. Le verdict est impitoyable. 19 mafieux sont condamnés à des peines de perpétuité, dont Totò Riina, jugé par contumace. 341 autres se partagent 2665 années de prison, 26 siècles d'enfermement. Ils étaient incrédules, stupéfaits. Il n'y a pas eu de cris ou d'autres réactions. Ils ont encaissé le coup et sont retournés chez eux. Ou mieux, en prison. Michele Greco, le parrain de Palerme, prend perpétuité. Mais à la surprise générale, l'ancien boss des Corleone, Luciano Liggio, fait partie des 114 acquittés de ce procès. Ça faisait 10 ans qu'il était en prison, donc il n'y avait pas beaucoup de preuves contre lui. Il n'était accusé que de faire partie de la mafia. Alors j'ai eu envie de me faire plaisir et j'ai demandé son acquittement. Il l'a très mal pris, parce que j'ai écrit noir sur blanc qu'il n'était plus personne dans la mafia. Le maxi-procès marque la victoire du pool anti-mafia, des juges Giovanni Falcone,
et Paolo Borsellino. Ils ont gagné leur pari, ils ont prouvé l'existence de la mafia et prouvé qu'il est possible de la combattre. Il n'y a pas de satisfaction à condamner quelqu'un à une peine de perpétuité, qui que ce soit. Mais nous étions satisfaits parce que notre dossier avait tenu debout devant une cour d'assises. Mais les avocats des mafieux ont expliqué à leurs clients que ce procès n'était qu'un coup médiatique, une farce destinée à attirer l'attention du monde entier, mais qu'une fois les caméras éteintes, tout allait s'arranger et rentrer dans l'ordre. Car jusqu'au maxi-procès, la mafia bénéficiait en effet de puissants soutiens politiques qui œuvraient en coulisses pour arranger ses affaires. Mais cette fois-ci, personne ne va parvenir à influencer la justice. Le 30 janvier 1992, la Cour de cassation confirme le verdict féroce du maxi-procès. C'est le plus grand coup jamais porté à la mafia. Le fait que la cassation ait définitivement confirmé l'existence de Cosa Nostra et que l'accusation est tenue, c'était intolérable pour la mafia. Elle se sentait trahie. Et trahie par qui? Par ces hommes de pouvoir qui avaient promis à la mafia qu'elle ne serait jamais condamnée. Rina avait promis à ses hommes de les sortir de prison. Il a échoué. Qu'a-t-il fait alors? Il a réagi à sa manière, fidèle à son tempérament. C'est-à-dire qu'il lance une attaque violente et directe contre l'État. Rina doit donner une réponse à son peuple. Et il organise alors la grande vengeance. Une vengeance qui ne tarde pas à arriver. Le 12 mars 1992, Salvo Lima, ancien maire de Palerme, le numéro 2 de la puissante démocratie chrétienne, le premier parti politique italien, est abattu devant chez lui. Salvo Lima a été tué selon un mode opératoire typiquement mafieux. Les tueurs se sont placés devant chez lui, ont attendu qu'il sorte, et quand il est enfin sorti, ils ont tiré des rafales pour ne laisser aucune chance à la victime de rester en vie. En Sicile, ce n'était un secret pour personne. Lima était le relais de la mafia dans le monde politique. C'est lui qui se serait engagé à résoudre le problème de la cassation. Alors quand la Cour de cassation n'a en fait rien résolu du tout, il l'a payé de sa vie, car il n'avait pas tenu ses engagements. On aurait dit que le temps s'était arrêté à Palerme. Ceux qui décryptaient les relations entre le monde politique et la mafia pressentaient qu'il allait se passer quelque chose de plus grave encore. Que la rupture du pacte entre la politique et la mafia allait déboucher sur d'autres épisodes terribles. Même les hommes les plus protégés d'Italie, les juges Falcone et Borsellino, qui vivent sous escorte 24 heures sur 24, craignent les représailles de Totorina. Un soir, ils se confient à leur ami, Giuseppe Ayala. Ce soir-là, en les raccompagnant à la porte, Falcone nous a dit « La vérité, c'est qu'à partir de maintenant, tout peut arriver, et à n'importe quel moment. » Je pense que tous les deux avaient le sentiment qu'il allait se passer quelque chose. Deux mois après l'assassinat de Salvo Lima, le carnage. Une demi-tonne d'explosifs pulvérise le convoi blindé qui transporte le juge Falcone, sa femme et leurs 5 hommes d'escorte sur l'autoroute qui les mène à Palerme. Cette image de l'autoroute défoncée, c'était comme un serpent tordu éventré.
Un gouffre dans lequel la voiture de Falcone et de sa femme est allée s'écraser. La voiture d'escorte qui roulait devant, elle, a été propulsée à 500 mètres. On l'a retrouvée au milieu d'un champ. Falcone, on le connaissait tous. C'était un symbole. Falcone était l'homme le plus protégé d'Italie. Alors c'était encore plus incroyable d'imaginer que c'était lui qui avait été touché. Commettre cet attentat en Sicile avait une signification importante pour Cosa Nostra. Le message était « Ici, c'est nous qui commandons. Même si tu as une escorte qui te protège, nous sommes plus forts que l'État. » Toto Riina n'allait pas s'arrêter à Falcone. 57 jours après son assassinat, en plein centre de Palerme, son collègue Paolo Borsellino est à son tour victime de la sauvagerie de la mafia. Il y avait des flammes, une odeur de brûlé, des corps par terre, le bruit. C'était le chaos. Le quartier ressemblait à Beyrouth ou Sarajevo, avec des bouts de chair humaine qui pendaient sur les balcons du dernier étage. Ce sont des images que personne n'oubliera jamais. À Palerme, on ressent une véritable blessure. Ce n'est plus une seule personne qui était visée, c'était toute la ville qui était attaquée. Le jour des funérailles des gardes du corps du juge Borsellino, toute la ville est dans la rue. Émotion, désespoir, mais aussi colère contre un État impuissant face à la mafia. Les politiciens sont évacués sous les sifflets de la foule. C'est le dernier hommage aux juges Falcone et Borsellino, désormais les deux plus grands héros de l'histoire sicilienne. Le plus grand enseignement que nous ont légué Falcone et Borsellino, c'est de toujours faire son devoir. C'est ça la dignité d'un homme. Et ça vaut surtout pour nous, magistrats siciliens. Vous savez, de voir ses collègues avec lesquels on a ri, blagué et travaillé, les voir immobiles sur la table en marbre froid d'une morgue, c'est une chose que je ne souhaite à personne. En éliminant les instigateurs du maxi-procès, Falcone et Borsellino, Toto Riina a commis la faute de trop. Devenu l'ennemi public numéro 1, il est désormais traqué jour et nuit. Il est arrêté 6 mois plus tard, et du jour au lendemain, le sang s'arrête de couler dans les rues de Palerme. Je ne dis pas que nous avons gagné la lutte contre la mafia, car ce serait faux. Aujourd'hui, 80% des commerçants palermitains payent encore le pizzo, l'impôt mafieux. Cela signifie que la guerre n'est pas encore gagnée. La mafia est toujours la même. Mais dans le temps, elle a su s'adapter à l'évolution sociale et économique. À l'époque, elle était dans la drogue. Aujourd'hui, elle fait des affaires. Elle s'est fondue dans la société. Elle est devenue invisible. Et c'est pour ça qu'on doit la craindre plus que jamais. Le maxi-procès n'a pas éradiqué la mafia. Il n'était que le premier jalon d'une longue procédure destinée à révéler les mystères de Cosa Nostra. Dans la foulée du maxi-procès, les juges Falcone et Borsellino avaient commencé à enquêter sur les liens sombres entre la mafia et le monde politique. Est-ce pour cette raison qu'ils ont été éliminés? Des enquêtes sont toujours en cours aujourd'hui. Elles remontent jusqu'au plus haut sommet de l'État. Vont-elles aboutir? Y aura-t-il un jour un nouveau maxi-procès?